Bonjour et bienvenue pour cette deuxième session de Next TV Ad France. On va décentrer un petit peu le propos avec ces 25 prochaines minutes en parlant avec Valérie Jansan qui vient de RMB, la régie média belge, et qui va pouvoir nous parler du retour d'expérience de la TV adressable en Belgique. N'hésitez pas à poser vos questions dans la chat box qui s'affiche en bas à droite de votre écran. On pourra y répondre pendant la session ou à la fin. Et donc, on va parler pendant les 25 prochaines minutes des spécificités structurelles et culturelles du marché de la télé adressable en Belgique, de comment la coordination entre les régies et les opérateurs s'est faite autour de ce projet commun, aussi de la montée en gamme du ciblage et des capacités de la télé segmentée dans le pays, étant donné que le projet a déjà été lancé il y a quelques années en Belgique, donc en amont de ce qui se fait en France et de ce qu'on a pu discuter dans le précédent panel. Et puis, on va aussi revoir un petit peu des exemples de campagnes qui ont fonctionné, quels sont les retours et les analyses d'impact des premières campagnes adressées en Belgique et de ce qui se fait maintenant un peu plus tard. Donc, Valérie, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Et du coup, peut-être pour revenir un petit peu sur le début, est-ce que vous pouvez nous parler depuis quand et comment surtout la télé adressable s'est mise en place en Belgique? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, mais je pense que vous le savez bien aujourd'hui, la Belgique est un petit peu coupée en deux, avec le nord du pays qui parle le néerlandais, le sud du pays qui parle le français, et avec des opérateurs en fait différents en termes de part de marché au nord et au sud du pays. Alors, chez nous, la télé segmentée, elle a démarré il y a 4 ans dans le nord du pays avec l'opérateur Telenet et avec le groupe média SBS. Donc, chez nous, ça fait déjà donc un petit moment que c'est installé et ça veut dire que quand nous, on a démarré RMB, c'est-à-dire en fait en 2019, en décembre 2019 pour être exact, on avait déjà un petit peu de retour d'expérience de ce qui se passait au nord. Et là, en l'occurrence, pour la Belgique sud, la Belgique francophone, on était les premiers à se lancer en Addressable TV. Et là, avec l'opérateur Proximus, qui est en fait l'opérateur historique de télécommunications en Belgique, anciennement appelé Belgacom, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Alors, ce qui est peut-être aussi important de dire pour faire la mise en perspective, c'est que ce sont en fait les opérateurs de telco chez nous qui ont vraiment investi dans les infrastructures et dans les solutions d'ad-serving liées à l'Addressable TV. Bien sûr, c'est aussi dû au fait que le marché étant quand même morcelé et fragmenté, il fallait vraiment des opérateurs qui avaient une force de frappe en termes d'investissement et que forcément les broadcasters n'avaient pas forcément de leur côté. Donc, c'est vraiment chez nous les opérateurs telco qui ont pris le lead dans la mise en place de cette solution. Alors du coup, comment est-ce que les régies ont été onboardées sur ce projet? Comment est-ce que la collaboration s'est faite entre les opérateurs et les régies au fur et à mesure du lancement et puis de la montée en gamme de la TV segmentée? Oui, en fait, c'est particulier parce que du coup, comme je vous l'expliquais, la fragmentation a fait que le démarrage a été aussi assez hétéroclite. Les opérateurs avaient choisi d'autres contextes pour faire de l'Addressable TV. Par exemple, Telenet, l'opérateur du Nord, avait privilégié l'ad replacement sur les flux live, alors que dans un premier temps, Proximus en fait avait fait un focus sur l'ad replacement dans les contextes de replay. Donc déjà, ce n'était pas tout à fait la même chose. Et puis, ils ont choisi aussi des solutions technologiques différentes pour faire cet ad replacement. Donc, on avait d'une part au nord la solution de InVidi qui avait été choisie, tandis que Proximus avait choisi la solution de Comcast FreeWheel. Donc, en fait, on avait déjà des contextes quand même relativement hétéroclites. Comme je le disais, le marché nord qui était déjà beaucoup plus mature que le marché sud. Mais très vite, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une difficulté à faire démarrer les campagnes au niveau national parce que justement, on avait ces contextes qui étaient très, très différents et très diversifiés. Du coup, on a décidé de faire quelque chose qui, à mon avis, a été décisif dans le développement. C'est une association, en fait, une association de fait entre les telcos et les broadcasters.
Donc, on s'est retrouvé avec 4 broadcasters et leur régie et les opérateurs de téléphonie ensemble pour voir comment finalement, on va dire, rendre ce produit adressé beaucoup plus mature au niveau national. Et donc, on a eu différentes étapes en fait dans cet exercice. Le premier qui était pour moi essentiel, c'est déjà la standardisation des possibilités de ciblage qu'on avait. Puisque à partir du moment où un annonceur devait faire chez nous une campagne aussi bien dans le nord que dans le sud, quand il veut faire une campagne à l'échelle nationale, il fallait qu'il puisse retrouver les mêmes segments dans le nord que dans le sud. Et quand je dis les mêmes segments, c'est vraiment à plusieurs niveaux. C'est-à-dire des segments qui sont bâtis sur les mêmes méthodologies, mais c'est aussi des segments qui ont les mêmes nomenclatures, parce que un foyer avec enfants peut être chez un opérateur, les enfants sont considérés comme enfants à partir de moins de 18 ans, chez un autre à partir de moins de 12 ans. Donc, on a essayé vraiment de s'aligner pour se dire, tiens, voilà, en termes de méthodo, en termes de nomenclature, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'un annonceur qui veut faire une campagne au niveau national avec 2 opérateurs puisse vraiment viser les mêmes segments. Donc ça, c'était la première étape. Donc, on a ainsi défini une série de segments communs qui sont aussi les segments les plus utilisés et qu'on continue à mettre à jour. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure aussi de l'évolution de la solution adressée, on met en commun les demandes qui reviennent le plus souvent. Et quand on a des demandes qui reviennent le plus souvent, on essaye de voir si on peut les uniformiser et les harmoniser entre les opérateurs. Deuxième grande étape, ça a été en fait le reporting, parce que forcément, comme on avait des solutions différentes au nord et au sud, il y avait un vrai intérêt pour les annonceurs de pouvoir à un certain moment réconcilier les informations entre opérateurs pour avoir des résultats de campagne uniques. Donc là aussi, on a décidé qu'on allait standardiser ces rapports, décider de communiquer sur les mêmes choses, sur le même niveau de granularité aussi dans ces rapports, pour qu'il y ait une forme de standardisation qui soit générée au niveau du marché et surtout que quand deux campagnes ont été achetées de manière différenciée au nord et au sud, eh bien, à un certain moment, ces rapports puissent être intégrés dans des temps raccourcis. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de commencer à faire des exports de solutions chez l'un et puis de regarder comment on peut faire au mieux en termes de matching. Tout ça est maintenant standardisé. Donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape aussi quand même importante malgré tout dans la pratique, ça a été de s'entendre sur les spécificités techniques en termes d'envoi de matériel et de durée. Donc on s'est dit qu'on travaillait avec une durée standard de 20 secondes et de 30 secondes au niveau des matériels pour essayer que quand un annonceur a un matériel qui vaut pour le nord, il puisse aussi être pertinent dans le sud. Donc on a vraiment du coup ce même contexte au nord et au sud. Et on a décidé aussi qu'en termes de livraison des matériels, on a des process et des processus qui sont similaires, de manière à ce qu'il n'y ait pas vraiment de grande différence dans l'envoi des matériels pour l'Addressable TV que ce qui se fait d'habitude pour des campagnes linéaires, mais que malgré tout, on puisse quand même différencier ces matériels de manière assez claire pour qu'on n'ait pas des conflits dans les personnes qui traitent les matériels qui arrivent par certaines filières, qu'on puisse bien faire la distinction entre ce qui est du linéaire, ce qui est de l'adressé. C'est un peu long ma réponse, mais je crois qu'il y a encore 2 éléments plus importants qui sont venus par la suite. C'est vraiment que cette alliance nous a permis aussi de promouvoir l'Addressable TV en tant que solution nationale. Et donc, on a décidé de faire des communiqués de presse communs et d'en faire ponctuellement ensemble pour valoriser ce nouveau canal et cette nouvelle manière de faire du marketing. Et puis plus récemment, et ça c'est vraiment tout récent puisqu'on a fait nos premiers tests il y a à peine quelques semaines, on essaie de mettre sur pied une étude d'impact. Vous le savez aussi, vous qui avez commencé maintenant à faire de l'Addressable TV, ce qui va être très important et décisif, c'est de pouvoir mesurer l'impact d'une campagne adressée par rapport à une campagne linéaire.
Et cette mesure d'impact nous permet aussi de justifier des transferts potentiels de budget des environnements purement digitaux vers des environnements TV. Et donc là, on a décidé de travailler en commun avec un organisme officiel qui est en l'occurrence Ipsos. Et notre but est de vraiment standardiser une sorte d'étude de mesure d'impact de l'addressability. Toutes les régies et les opérateurs y participent. On est en train de faire des proof of concept pour voir si justement en termes d'envoi d'enquêtes, de réponse à ces enquêtes, comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose le plus harmonisé possible. Merci pour cette réponse très détaillée. On vient d'avoir une question qui rejoint un petit peu justement ce dernier point sur l'analyse d'impact. Étant donné que les opérateurs et les régies ont pu mettre en place des reports harmonisés, est-ce que ça a permis de publier un genre de livre blanc de ce qui marche ou ne marche pas en TV segmenté en Belgique, par exemple avec une analyse ROI ou juste en termes de best practice? Non, pas encore, mais c'est vraiment effectivement le but. Donc, ce qu'on voit dans la pratique, c'est que même si on a bien imaginé ces genres de surveys et d'études d'impact, il y a du fine-tuning à faire par rapport aux environnements de référence, ceux qui n'ont pas été exposés à la campagne, ceux qui ont été exposés à la campagne, de pouvoir faire des benchmarks, etc. En fait, on a besoin d'énormément d'éléments qu'il faut encore ajuster avant de pouvoir sortir un fameux livre blanc, parce que c'est vrai que l'idée, c'est vraiment d'arriver à ce genre de choses et qu'au moins on ait aussi une bonne méthode pour faire ces analyses d'impact. Ne pas négliger non plus, mais je pense qu'on y reviendra plus tard sur le sujet, c'est la dimension GDPR de ces études d'impact, puisque questionner les gens qui ont vu une campagne adressée, ça suppose quelque part qu'ils aient donné le consentement, non pas seulement pour recevoir une publicité adressée, mais aussi pour recevoir une enquête liée au fait qu'ils ont été ciblés, en fait. Et on se rend compte, et ça je ne sais pas très bien comment ça se passe chez vous au niveau de la collecte de consentement, mais on se rend compte qu'au niveau collecte de consentement, en général, les opérateurs n'ont pas pensé à cette dimension-là, et que du coup, ça peut devenir très, très compliqué aussi de faire des études d'impact appropriées. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui de manière plus aisée, c'est adresser l'ensemble d'un univers qui a été programmé en fait comme étant la cible pour une campagne adressée, mais on ne peut pas forcément identifier exactement le foyer qui a vu la campagne adressée en question. Donc, ça peut rendre les choses quand même assez compliquées, mais notre but, c'est d'y arriver, quoi. Oui, c'est un gros chantier sur la mesure de performance en TVS, que ce soit en Belgique ou en France. Je pense que les mêmes problématiques se posent d'un point de vue réglementaire et technique. Ouais. Pour revenir peut-être un petit peu sur les spécificités du marché belge, le fait que justement le pays soit coupé en deux, est-ce qu'on a des différences de footprint sur le nombre de foyers adressables, que ce soit au nord ou dans le sud, en fonction des opérateurs? Oui, effectivement. Alors, comme je l'ai dit, c'est particulier. Aujourd'hui, on a 2 opérateurs qui permettent de faire de l'adressabilité, Telenet et Proximus. Et ces 2 opérateurs n'ont pas du tout les mêmes parts de marché au niveau régional. Donc, on va avoir au nord du pays l'opérateur Telenet et l'opérateur Proximus qui ont environ 85% du marché de couverture de la population flamande. Ce qui représente quand même déjà un très, très bel univers pour faire des campagnes de télé adressées. Tandis qu'au sud, on a plus d'opérateurs et en l'occurrence, Telenet est peu présent dans le sud et donc on a seulement 50% de couverture sur la partie sud avec la solution de Proximus. Donc on a un seul opérateur et donc évidemment, ça crée aussi, en termes de footprint, ce n'est pas du tout la même chose. Maintenant, on a un avantage quand même, c'est que Proximus étant l'opérateur historique, il y a une relativement bonne, on va dire, allocation des abonnements dans les différentes régions et aussi dans les différents profils de population, si bien qu'on est quand même capable de faire des campagnes qui génèrent de la performance malgré, on va dire, cette couverture qui est réduite, quoi. Alors, autre question qui est un peu liée à tout ça, c'est en termes de marquage de flux, y a-t-il une harmonisation entre les opérateurs et y a-t-il aussi des campagnes sur des flux provenant de l'étranger? Je pense que c'est particulièrement pertinent sur la partie francophone. Oui,
Donc, effectivement, il y a une harmonisation sur la manière de marquer les flux. Ça, il y a une standardisation. Donc, on a le Scouti 104, Scouti 35, que je pense vous connaissez aussi. Et on a la même, on appelle ça chez nous les segmentation descriptors. On a la même manière de qualifier le marquage chez les deux opérateurs, ce qui évidemment nous permet aussi d'avoir en termes de granularité des informations, les mêmes similarités au nord et au sud. Quant à savoir, parce que c'était la deuxième partie de la question, si on le fait au niveau de flux étrangers, non, on ne le fait pas encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que, en fait, au démarrage, chaque régie a commencé avec certaines de ces chaînes, et donc ça fait plus ou moins entre 4 ans et 2 ans qu'on fonctionne avec un ensemble de chaînes stable, on va dire, et RMB, donc l'entreprise pour laquelle je travaille, on a intégré, il y a juste à peine un mois, les chaînes de Media One, AB3 et AB Explore, qui font maintenant aussi partie de notre portefeuille de chaînes. Et donc, voilà, c'est vrai que les opportunités de développement vers d'autres chaînes au niveau adressé sont bien sûr très intéressantes, mais ça suppose évidemment beaucoup de travail, d'ajustement, et au niveau technique, c'est quand même et des coûts pour les broadcasters et des coûts pour les opérateurs pour rajouter des chaînes dans le portefeuille de chaînes disponibles en Belgique. Maintenant, si on se passe un petit peu du côté vente, quelle a été la réception de ce produit de TV adressable par les annonceurs en Belgique? Alors, il a été très, très bon. Je pense que ça faisait longtemps que le marché attendait aussi un peu d'innovation au niveau de la TV, et l'Addressable TV en a représenté une. Donc, on a eu un énorme engouement dès le démarrage. Donc, nous qui sommes maintenant actifs depuis 2 ans, on constate vraiment que notre chiffre d'affaires est en progression constante. Ce que je pourrais dire qui est assez intéressant et peut-être à mon avis différenciant avec vous, c'est que finalement en Belgique, aujourd'hui, on a encore plus d'annonceurs nationaux que régionaux qui sont venus à l'Addressable TV. C'est-à-dire que comme notre marché est déjà petit, on va dire, les budgets au niveau du régional, ça reste, pour faire une bonne campagne de télé adressée, ça représente toujours quand même un budget important pour un petit acteur régional. Et donc, en fait, les premiers qui se sont lancés dans ces solutions, c'est vraiment les annonceurs nationaux. Alors, si je dois donner un peu des indications sur les cibles de prédilection, bien sûr, il y a les cibles socio-démo parce que la composition de foyer, c'est vraiment essentiel pour la majorité de nos annonceurs. Mais il y a aussi forcément des critères que je pense des annonceurs attendaient depuis longtemps dans les environnements télé, qui sont le pouvoir d'achat, par exemple, le niveau de possession de certaines choses, comme est-ce que les gens sont propriétaires de leur lieu de vie, c'est-à-dire leur maison, leur appartement, est-ce qu'ils ont des jardins, des choses comme ça. Et depuis peu aussi, de plus en plus de questionnements par rapport à des intentions d'achat. Et donc, en fait, c'est vraiment les choses qui ressortent le plus. Comme je disais, la géolocalisation, c'est un petit peu différent de la France parce que chez nous, comme les territoires sont plus petits, c'est pas forcément vers ça qu'on va, bien que on a quand même vu de l'intérêt pour des petits points de vente, de voir finalement, est-ce que cette solution sur des provinces qui sont quand même relativement petites au niveau du territoire ou autour du point de vente, est-ce que ça avait de la pertinence? Et on a quand même des cas qui sont intéressants, mais il faut vraiment, je crois, faire la part des choses entre une campagne géolocalisée avec un vrai concept, un vrai storytelling qui justifie en fait la campagne adressée d'une simple campagne pour cibler une province. Parce que chez nous, finalement, tout est toujours à proximité. Donc, une campagne nationale reste parfois encore toujours la meilleure solution. Alors, toujours côté vente, on voit un des chantiers pour la télé segmentée en France, ça va être l'intégration des données annonceurs.
justement pour avoir plus de pertinence encore dans les campagnes et un message encore plus adapté au format TV et aux capacités de segmentation. Est-ce que la Belgique en est déjà là? Comment est-ce que ça se passe de ce point de vue-là? Comment est-ce qu'on peut intégrer les données tierces dans le rapport de TV segmenté? Oui, en fait, on a démarré très tôt avec des cas avec certains annonceurs sur cette partie import de données tierces. Dans un premier temps, on l'a fait de manière, j'allais dire, un peu avec les moyens du bord, en utilisant des tiers de confiance, mais toujours avec des échanges de fichiers, des choses comme ça. C'était des choses qui étaient acceptables il y a encore 2-3 ans, mais qui aujourd'hui ne sont plus acceptées par le marché. Donc, l'intérêt d'avoir cette association de fait entre telco et broadcaster nous a permis de réfléchir à quelles étaient les meilleures solutions à l'avenir pour faire justement de l'onboarding de données clients, CRM ou autres, mais aussi de faire ce qu'on appelle chez nous des campagnes close the loop, donc des campagnes où on remet en perspective les foyers adressés avec une base de données de l'annonceur qui permet de mesurer la conversion. Et donc, on a opté pour des solutions qu'on appelle chez nous Clean Room ou bien Safe Haven, qui sont vraiment des infrastructures qui permettent de loger les données propriétaires dans ce qu'on appelle un bunker, un environnement totalement sécurisé où seul le propriétaire a accès, mais où la technologie mise en place par le prestataire permet d'interroger deux bunkers en même temps pour voir s'il y a un certain taux de matching entre les deux bunkers et s'il existe un certain taux de matching, créer un segment d'activation d'usage unique qui va pouvoir être connecté avec les différentes infrastructures des broadcasters, que ce soit un ad serveur vidéo ou un ad serveur addressability. Et donc, l'intérêt d'avoir choisi la même solution, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà onboardé quand même de nombreuses bases de données dans ces environnements, puisque les 4 broadcasters aujourd'hui principaux ont leur bunker avec leurs données dedans et les opérateurs telco aussi. Donc, en fait, on a déjà créé finalement l'environnement qui nous permet de faire de l'activation entre nous, entre broadcasters et entre telco. Et puis, on a également deux fournisseurs de données, on va dire, externes qui sont présents, puisque on a aussi la base de données Carrefour qui est présente dans un bunker et celle de Bipost qui est l'opérateur postal national aussi, historique, et donc qui a aussi énormément de données très relevantes. Et donc, en fait, le fait d'avoir fait ça nous permet déjà d'élaborer des cases très intéressants en termes de matching de données. Justement, on est en train, au niveau des RMB, de faire une combinaison de médias, puisqu'on vend aujourd'hui l'Addressable TV en combinaison avec des campagnes de mailing postal. Donc, on va vraiment utiliser le même segment qui est adressé en TV et avec derrière une campagne en paper mail, donc vraiment en mailing postal sur la même cible pour venir renforcer la campagne addressability. Donc, ces solutions-là, ça permet vraiment de contourner les risques qu'on a par rapport à tout ce qui est GDPR, parce que ces solutions sont complètement labellisées et safe au niveau GDPR, et elles permettent d'élaborer d'autres scénarios. Elles sont plus compliquées pour des plus petits clients qui n'ont pas forcément les moyens d'investir à long terme dans ces infrastructures de bunker. Mais pour ça, on essaie aussi de réfléchir à des solutions pour voir s'il n'y a pas moyen d'activer ce genre de solution de manière temporaire, campagne par campagne. Sur des cas de campagne spécifiques. Oui, okay. Tout à fait. On arrive à la fin de cette session. Peut-être un dernier mot sur les innovations que vous attendez un petit peu et puis les chantiers qui sont en cours pour monter en gamme encore plus dans la TV segmentée. Oui, alors moi je dis souvent le premier et le plus important pour moi, je crois que c'est la dimension créative. Aujourd'hui, l'Addressable TV, ce n'est pas seulement une solution technologique, c'est aussi une solution qui permet d'être beaucoup plus créatif en matière publicitaire. Je pense qu'on est arrivé à un stade dans le secteur publicitaire où on sent qu'on a besoin
recréer le lien en fait avec l'audience au niveau de la publicité. On sait qu'il y a eu beaucoup quand même de personnes qui ont rejeté la pub, etc. Parce que finalement l'expérience n'était plus optimale ou bien qu'il y avait trop de pression publicitaire. Aujourd'hui, en fait, l'Addressable TV, ça nous donne une occasion de dingue de réinventer la pub, réinventer le storytelling. Je crois qu'il faut vraiment que les annonceurs se disent qu'ils ont là une opportunité pour transformer leur publicité en quelque chose de beaucoup plus impliquant, où il y a plus d'interactivités qui peuvent être créées. N'oublions pas que les infrastructures technologiques qu'on a à disposition nous permettent aussi d'avoir plusieurs créations publicitaires pour une même campagne en fonction des cibles qu'on veut toucher. Donc, je crois qu'on doit vraiment aller utiliser ce canal-là. On doit aussi se dire qu'il ne faut pas forcément toujours choisir le canal de l'innovation. La télévision linéaire et la masse, ça apporte toujours son intérêt aussi. Donc, il faut être vraiment très subtil, je pense, au moment de faire ces grands choix. Et puis, moi, j'aimerais aussi beaucoup qu'on évolue aussi avec des bureaux de recherche ou avec des universités, pouvoir à faire évoluer nos KPI, les éléments qui, par le passé, justifiaient de la qualité d'une campagne TV linéaire, par exemple la pression, le nombre d'OTS, etc. Ça avait une certaine valeur dans un environnement où les publics n'étaient pas ciblés. Moi, j'aimerais bien qu'on remette ça en perspective en se disant, mais tiens, au fait, quand on cible une audience bien spécifique, est-ce qu'on a toujours besoin d'environ entre 5 et 7 OTS ou bien est-ce que potentiellement on peut en avoir moins ou bien on peut en avoir plus pour générer une conversion plus rapide? Ça, ce sont des benchmarks qui nous manquent et je pense que ça pourra bien sûr nous aider. Et je reviens encore une fois dessus, mais je crois que l'incontournable, c'est la mesure d'impact. Vraiment, pour que les budgets reviennent vers la TV et l'Addressable TV, il faut vraiment qu'on soit capable de mesurer l'impact de nos campagnes. Merci beaucoup Valérie, c'était très enrichissant de vous avoir aujourd'hui. On revient d'ici 15 minutes avec une session sur la pub dans l'in-gaming, donc les nouvelles opportunités sur l'écran télé via les consoles. Voilà, donc merci à vous Valérie d'avoir été avec nous et à bientôt j'espère. Avec plaisir, merci.